Bonjour tout le monde, صباح الخير على الجميع. مرحبا بكم chers collègues, chers professeurs, chers amis. Monsieur le directeur de la bibliothèque Strat, mes chers professeurs, mentors, comme j'aime bien toujours le dire. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial, très spécial, parce que nous accueillons au sein de la bibliothèque universitaire Mohamed Strat deux sommités de la finance d'entreprise qui étaient des enseignants qui le demeurent toujours, mais aussi des bienveillants par rapport à la science, par rapport à l'humanité, par rapport à tous ceux qu'ils ont eu un jour dans leur amphi, dans leur classe. Ils nous ont beaucoup inspirés, ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont leurs étudiants, qui sont devenus enseignants. Ils sont là présents parmi nous. Ce sont des experts de la finance d'entreprise qui ont beaucoup donné à l'Université Hassan II de Casablanca et spécialement à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Ain Chaq. Je suis très heureuse de les accueillir, très heureuse encore plus, et nous sommes heureux de revenir, je l'ai dit tout à l'heure, aux années 90. Sincèrement, un jour, nous sommes amphi et on écoute nos professeurs. C'était parmi les plus agréables cours que nous avions eus. On a aimé la finance à travers eux. Et c'est toujours une question d'inspiration. Bon, peut-être nous ne sommes pas des financiers, pas tous, mais j'ai enseigné la finance pendant un certain nombre d'années. Par la suite, de par ma thèse et les recherches que j'ai pu mener, j'ai dû switcher vers les ressources humaines sous son encadrement, professeur Bilkaya. Alors, moi, je dirais que c'est une chance. Donc, je les remercie vivement de nous avoir donné ce privilège aujourd'hui. Je voudrais vous les présenter très brièvement. C'est très difficile de présenter deux professeurs de ce calibre ou bien de résumer tout un parcours professionnel très riche et prestigieux. Mais je vais essayer très rapidement de vous présenter nos deux honorables invités de ce matin. Surtout pour nos étudiants que je remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui et présents cette belle matinée. Alors, professeur Rachid Bilkaya, qui est à ma gauche, oui. Il est diplômé de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Lille, diplômé d'études comptables supérieures, titulaire d'un doctorat de 3e cycle de gestion et d'un doctorat d'État en sciences économiques. Il a beaucoup enseigné la finance et la gouvernance d'entreprise à l'Université Hassan II de Casablanca pour le master finance de l'ISCAE, où il était professeur associé, et à l'ESC de Lille. Il est auteur de nombreux articles et communications. Il a publié un ouvrage « Parole de manager » en collaboration avec Feu Abdrahim Harouchi, et « Réussir la qualité » chez Guetta-Morin, éditeur. Il est bien évidemment co-auteur de cet ouvrage qu'ils vont nous donner l'honneur tout à l'heure de le présenter. Professeur Hassan Oudet, tous les deux sont nos professeurs, hein? Diplômé de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Brest.
titulaire d'un diplôme des études comptables supérieures et de 2 certificats supérieurs de diplôme français d'expert comptable, parallèlement au stage réglementaire d'expertise comptable effectué à Grenoble. Il a suivi des études de 3e cycle, doctorat de gestion de l'IAE de Grenoble. Il est également titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques, ex-chargé des cours de l'IUT de Saint-Denis, Université Paris 8. Il a assuré plusieurs cours d'analyse et de politique financière en licence et 2 cours dans le cadre du master finance, analyse des comptes consolidés, management immobilier au sein de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci d'être parmi nous, chers professeurs. Alors, je passe la parole à Monsieur le directeur de la bibliothèque pour son mot de bienvenue. Merci. Merci, Madame la vice-présidente, professeure Lalami Fatima Zahra, chers professeurs, chers collègues, chers étudiants. Permettez-moi de commencer par souhaiter la bienvenue à nos 2 éminents intervenants, le professeur Rachid Belkahia et le professeur Hassan Oudet. Je remercie également chaleureusement Madame la vice-présidente pour son rôle essentiel dans l'organisation de cette conférence et de cet événement si important. Un grand merci à nos 2 intervenants pour cette conférence débat qui, j'en suis sûr, sera d'une grande importance pour nos étudiants en finance. Votre générosité, cher professeur, à travers le don du livre, est un geste très important pour nous et très apprécié. Ce livre enrichira le fonds de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat et surtout les connaissances des étudiants de l'Université Hassan II de Casablanca. Je vais profiter de cette belle conférence et de cette forte présence pour parler brièvement des projets que la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat est en train de lancer. En fait, la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat n'est pas seulement un espace de conservation des livres. C'est une pierre angulaire de la formation, de la recherche et de la culture des étudiants de l'Université Hassan II de Casablanca. Dans un monde en perpétuelle mutation, les bibliothèques jouent un rôle irremplaçable en offrant à chacun les moyens d'accéder au savoir, de le comprendre et de le transmettre. Notre bibliothèque s'inscrit pleinement dans cette dynamique. En innovant sans cesse, elle a su élargir son rôle pour devenir beaucoup plus qu'un simple lieu de consultation de livres. Il s'est inspiré, par exemple, des prestigieuses leçons inaugurales du Collège de France, en organisant des leçons de la bibliothèque d'un haut niveau intellectuel et qui sont d'ailleurs accessibles en entier sur la chaîne YouTube de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. Par ailleurs, la bibliothèque a mis à la disposition des étudiants et des chercheurs un catalogue collectif des bibliothèques de l'Université Hassan II de Casablanca. Il s'agit d'un outil centralisé qui facilite l'accès aux ressources documentaires de l'ensemble des bibliothèques de notre université et on est en train d'envisager un catalogue collectif des bibliothèques de la région Casablanca-Stade. On a mis en place un portail dédié aux manuscrits de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat qui sont d'ailleurs désormais consultables et disponibles entièrement en ligne et ce pour l'ensemble des chercheurs du Maroc et du monde. On a mis en place une radio web culturelle qui est faite par et pour les étudiants. On a mis en place la plateforme Liselati qui valorise les travaux de recherche à travers une collection numérique des thèses soutenues ici à l'Université Hassan II de Casablanca. On a également mis en place le chatbot de la bibliothèque qui est un assistant virtuel et qui est une première ici au Maroc qui rend nos services accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notre engagement ne s'arrête pas là. À travers la caravane de la lecture, nous avons pour ambition d'installer plusieurs mini-bibliothèques dans des écoles primaires situées dans des zones défavorisées de notre pays et on a déjà commencé à la région Al-Haouz qui est touchée par le séisme.
Nous sommes également ravis d'annoncer le lancement imminent d'un nouvel événement inspiré des célèbres TEDx Talks et qui offrira aux jeunes de notre université une plateforme pour partager leurs idées novatrices, leurs expériences inspirantes et leurs connaissances enrichissantes. Notre bibliothèque se positionne donc comme une locomotive de transformation et un exemple de ce que peut être une bibliothèque moderne, novatrice et inclusive. Merci à tous de votre présence et mille merci encore pour nos deux éminents intervenants, le professeur Rachid Belkahia et le professeur Hassan Ouded. Merci, monsieur le directeur, professeur Hieni, de nous avoir donné cette opportunité. Je le remercie vivement aussi pour tout ce qu'il fait pour la bibliothèque Sqat, qui est devenue pratiquement un centre culturel. Ce n'est pas une simple bibliothèque, il y a beaucoup de conférences qui ont été organisées, beaucoup de signatures d'ouvrages, beaucoup d'événements, ateliers, et ça, vraiment, on vous le doit depuis que vous êtes là dans cette bibliothèque. Merci. Alors, je vais vous présenter un peu le programme de cette matinée. Donc, nous allons d'abord commencer par la présentation de l'ouvrage qui sera faite par professeur Hassan Ouded. Je vais lui passer la parole. L'ouvrage que vous aurez tout à l'heure sous la main, Finances d'entreprise, analyse et diagnostic financier, concept, outils, cas corrigés. Je voudrais vous dire que c'était le livre Les Hna Qrayna Fih. C'est notre ouvrage. C'est là où on a fait nos exercices. Et c'est sur cette base qu'on a passé nos examens, n'est-ce pas, chers collègues? كنا قرينا في هذا الكتاب. هذا تا هو. C'est 97. Ça, c'est Feu Farid Belkahia, qui est son frère, Allah yarhamou. C'est lui qui est un grand artiste international. Et c'est lui qui a mis le chef-d'œuvre. Et ensuite, je repasse la parole à professeur Belkahia, parce qu'aujourd'hui, je vous annonce qu'il va y avoir une nouvelle réédition de ce livre. Donc, professeur Belkahia, il va en parler. Et un certain nombre de collègues, amis, ils sont en marche pour pouvoir le faire sortir sous l'encadrement de nos deux éminents professeurs. Et par la suite, on va passer à la conférence. Ceux qui souhaiteraient demain être des financiers d'entreprise, des analystes financiers, eh bien, il n'y a pas mieux que, moi, je pense, professeur Belkahia, qui a beaucoup exercé en tant que financier dans plusieurs entreprises, en tant qu'administrateur, directeur général. Il a créé également l'Institut marocain des administrateurs, en tant qu'expert en matière de gouvernance financière. Et donc, je vous dis juste de prêter vraiment une bonne oreille, écoute. Vous n'allez pas vraiment le regretter. Voilà, donc, sans tarder, je passe la parole à professeur Hassan Ouded pour présenter l'ouvrage Finances d'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame la vice-présidente, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je tiens tout particulièrement à remercier madame la vice-présidente qui, à l'occasion d'un don d'ouvrage que j'ai écrit avec mon collègue Belkahia, nous a proposé de faire cette rencontre, ce qui nous permet de revenir dans un environnement où nous avons officié pratiquement pendant une quarantaine d'années et qui nous permet également de nous remémorer pas mal de souvenirs, certains agréables, d'autres le sont moins. Alors nous avons intégré l'université, je crois en 1977. Alors à l'époque, l'environnement universitaire n'est pas le même qu'aujourd'hui. Je crois que les étudiants d'aujourd'hui sont beaucoup plus mieux lotis qu'avant. À l'époque, on intervenait dans des salles immenses où il y avait plusieurs centaines d'étudiants, des salles couvertes en tôle ondulée, qu'il s'est passé quelquefois des gouttes de pluie,
des micros qui étaient défaillants quelquefois, et il fallait donc crier. Et à la fin de l'heure, on était sans voix. De même qu'on travaillait au tableau avec de la craie, ce qui fait notre costume et cravate était sali, et le salaire partait en partie pour le dégraissage des vêtements. Alors à ces difficultés matérielles, s'ajoutaient des difficultés liées aux étudiants. Dans un amphi de plusieurs centaines d'étudiants, eh bien, il y avait des étudiants perturbateurs qui frappaient sur la table, qui frottaient leurs chaussures contre le sol, et tout ceci était stressant et rendait pratiquement les enseignants hors d'eux-mêmes. D'ailleurs, je me souviens qu'un collègue qui était dans une salle voisine avait commencé son cours pendant un quart d'heure, la première séance, il a abandonné. La deuxième séance, idem, un quart d'heure, il a abandonné. Et la troisième séance, j'ai demandé où est-ce qu'il est, on m'a dit il a démissionné. Carrément. Il a changé de métier. Démissionné. Moi-même, j'étais confronté à ce type de comportement. Seulement, j'ai eu l'idée d'appliquer l'adage diviser pour mieux contrôler. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit aux étudiants, écoutez, le thème d'aujourd'hui, à la fin de l'heure, il sera considéré comme traité et il fera partie de l'examen. Alors, après avoir dit ça, les étudiants qui étaient intéressés par le cours, ils se sont retournés vers les étudiants perturbateurs et ils ont fini par avoir le dessus et le calme est revenu. Sans compter que j'ajoutais, écoutez, vous avez beau frapper sur la table, ne comptez pas sur moi pour réparer les blessures de votre main ou pour vous aider à acheter les chaussures que vous avez usées. Donc j'ai fini par gagner. À ces difficultés matérielles s'ajoutaient des difficultés pédagogiques. On était chargé des TD et pour assurer des TD, il fallait avoir des exercices. Il y avait peu d'ouvrages où il y avait des exercices. Et la plupart, c'était des exercices, c'était des ouvrages français, donc qui traitaient de l'environnement français, du point de vue juridique, comptable, etc., qui était un environnement qui était différent du nôtre. Ces difficultés pédagogiques d'ailleurs, je vais raconter une anecdote. Une fois, j'étais dans la cour, j'ai rencontré un enseignant, il n'était pas très bien. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas l'air très bien. Il m'a dit, écoutez, j'étais invité hier à un mariage, j'ai pas pu préparer les TD d'aujourd'hui. Et à la fin de l'heure, je l'ai rencontré, je lui ai dit, alors comment tu t'en es sorti? Il m'a dit, écoute, je suis rentré, j'ai dit, bon, à la demande générale, on va refaire les exercices de la semaine dernière. Alors c'est dans ce cadre-là, donc ce cadre de ces difficultés à la fois matérielles et pédagogiques, de ces difficultés matérielles et pédagogiques. En tout cas, il s'est débrouillé. Que nous avons pensé, moi et mon collègue Bilkaya, à rédiger un ouvrage. C'est une entreprise assez téméraire. Elle nous a pris 2 années pratiquement de travail. Et on a voulu faire quelque chose, un ouvrage à la fois théorique et pratique, avec des exercices corrigés, des cas corrigés, etc. Et en l'insérant dans un environnement purement marocain. C'est-à-dire quand on faisait des exercices, on ne disait pas une entreprise a un capital de 100 000 francs français. À l'époque, c'était même pas l'euro, c'était le franc français. C'était en dirham. L'environnement juridique, c'était également l'environnement juridique marocain. Donc on a fait un travail monumental, ça nous a pris beaucoup de temps. Et on a fait un livre qui est assez complet, théorique et pratique, et d'après ce que j'ai entendu dire, qui est utilisé dans la plupart des universités marocaines, les ENCG, et qui est utilisé également sur le plan professionnel par les banques, les cabinets d'audit, les entreprises, etc. Alors cet ouvrage est assez volumineux, pratiquement 600 pages, et il se décline en 6 ou 7 parties, je crois, et plusieurs chapitres. Alors, je ne vais pas passer tout en revue, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais pour faire de l'analyse... Alors, on l'appelait finance d'entreprise, analyse et diagnostic financier. Pourquoi? Eh bien, parce que
pour diagnostiquer une entreprise, il faut d'abord faire son analyse. C'est comme quand quelqu'un va chez le toubib, eh bien le toubib, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prescrit un certain nombre de tests à faire, et sur la base de ces tests, eh bien, il fait des prescriptions. Il lui dit, vous avez mal ici, vous avez mal là, voilà ce qu'on va vous donner. La même chose pour l'entreprise. On a travaillé dans ce bouquin, on a présenté dans ce bouquin les outils d'analyse financière qui permettent, une fois l'analyse effectuée, de procéder à un diagnostic. Aussi bien l'analyse du bilan que l'analyse du compte de résultat. Alors, ce passage à l'université, moi et mon ami Belkaya, qui a duré pratiquement 40 années, ça a été relativement bon. Il y a des choses agréables, ça a été dur, mais il y a des choses agréables, car quand on sort aujourd'hui et qu'on rencontre des gens qui étaient nos propres étudiants et qui occupent des postes très importants, aussi bien dans le privé que dans le public, eh bien, on est pratiquement très heureux de les rencontrer. Sans compter que, par exemple, ma mère, que Dieu ait son âme, me disait, quand elle voyait que j'étais fatigué, « Va mon fils, courage, les musulmans du monde entier prient 5 fois par jour pour toi. » Parce qu'à chaque fois qu'ils terminent la prière, ils disent « Allahumma rahmna, wa rahmu walidina, wa rahmu man allamana » mais ne compte pas sur l'enseignement de la finance à lui seul pour avoir une place au paradis. Alors cet ouvrage, donc, présentation de l'ouvrage. Donc, il se décline donc en 7 parties, je crois, en 7 parties et plusieurs chapitres. Alors, l'analyse financière consiste à faire un certain nombre d'examens pour détecter les points forts et les points faibles de l'entreprise. Les points forts pour les renforcer et les points faibles éventuellement pour y remédier. Alors, cette analyse porte sur les documents comptables, bien sûr, les outils, c'est les documents comptables de l'entreprise. Et le premier document, c'est le bilan. Et le bilan marocain, c'est ce qu'on appelle le bilan fonctionnel. Il est divisé en 2 parties, l'actif et le passif. L'actif en 3 grandes catégories, l'actif immobilisé, l'actif circulant, hors trésorerie, la trésorerie. Et au passif, le financement permanent ou les ressources permanentes, le passif circulant et la trésorerie. Alors l'examen de ce bilan au niveau financier permet d'examiner l'équilibre et la structure financière de l'entreprise. En examinant le passif, les ressources permanentes, on peut tout de suite savoir si l'entreprise est indépendante financièrement ou si elle dépend de ressources étrangères, en comparant ses capitaux propres et les emprunts éventuellement, etc. Et au niveau de l'actif, en analysant l'actif, on peut savoir déjà est-ce qu'il s'agit d'une entreprise commerciale ou d'une entreprise industrielle. Si les immobilisations sont très importantes, on a sûrement affaire à une entreprise industrielle. Si on a affaire à une entreprise commerciale, l'actif immobilisé est généralement relativement modeste. Alors la comparaison des ressources permanentes et de l'actif immobilisé permet de déterminer ce qu'on appelle dans le bouquin le besoin en fonds de roulement. Alors le besoin en fonds de roulement, il peut prendre plusieurs aspects. Il peut être positif et il peut être négatif. S'il est positif, en général, on dit que c'est bien. S'il est négatif, il faut trouver des solutions. Des solutions, généralement, c'est quoi? C'est soit parce que les actifs immobilisés sont trop importants et il faut par conséquent éventuellement dégraisser l'actif immobilisé, ou que les ressources permanentes ne sont pas suffisantes. Il faut donc soit augmenter le capital, soit faire appel à de l'endettement. Alors ça, c'est donc le fonds de roulement fonctionnel. Le fonds de roulement fonctionnel. Ensuite, l'analyse du bas du bilan, c'est la comparaison entre le passif, l'actif circulant et le passif circulant, ce qui permet de déterminer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement,
qui peut être également positif ou négatif. Quand on le détermine, non seulement on voit son évolution dans le temps, mais on voit également sa composition. Le besoin en fonds de roulement, bien sûr, généralement dans la plupart des entreprises, il est positif parce que les besoins sont supérieurs aux ressources, mais il existe des cas, ils sont indiqués dans l'ouvrage, des cas où le besoin en fonds de roulement est négatif. C'est-à-dire que les ressources à court terme sont supérieures aux besoins à court terme. Dans ces conditions, pourquoi? Eh bien, c'est généralement, par exemple, dans les entreprises de distribution telles que Marjan, Carrefour, etc. Parce que ce sont des entreprises qui encaissent tout en espèces au comptant et qui, au contraire, s'approvisionnent à crédit, etc. Donc, toutes ces formes de fonds de roulement positifs, de besoins en fonds de roulement positifs, négatifs, sont traitées dans l'ouvrage. Et bien sûr, il y a la trésorerie nette, qui est la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. Ensuite, on passe au résultat. Vous avez un compte qui s'appelle le CPC, le compte des produits et charges. Contrairement à l'ancien plan comptable français, le CPC est décliné sous forme de résultats intermédiaires. D'une part, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant et le résultat non courant. Ceci est assez intéressant parce que ça permet d'analyser les différents niveaux de résultats. Parce qu'on peut avoir une entreprise qui dégage un résultat net très important et on va l'acheter, on se dit, bon, cette entreprise est très intéressante, mais quand on décortique, on trouve que le résultat d'exploitation dégagé par l'activité est négatif. Et ce qui rend le résultat net positif, c'est par exemple un résultat exceptionnel, la vente d'un terrain, la vente d'un immeuble, etc. C'est pour cela que les différents types de résultats intermédiaires permettent de déterminer exactement où se situent les forces de l'entreprise. Est-ce que c'est au niveau de la rentabilité d'exploitation, donc de son activité, ou est-ce que c'est au niveau de la rentabilité financière, c'est-à-dire de résultats qui sont tout à fait exceptionnels et qui ne risquent pas de se répéter dans l'avenir. Alors ces différents résultats, ces différentes analyses du bilan et du compte de résultats sont complétées. D'abord, elles sont traitées non pas au niveau d'un seul exercice, mais au niveau de plusieurs exercices pour voir l'évolution des différents éléments. Aussi bien au niveau du bilan, évolution du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, comme d'ailleurs au niveau du résultat, évolution du besoin en fonds de roulement dans le temps, de la trésorerie dans le temps. Alors cet examen dans le temps est complété également par l'analyse par les ratios. Les ratios, ce sont des rapports qui sont calculés entre deux grandeurs comptables, soit entre deux grandeurs du bilan, soit entre deux grandeurs du compte de résultat, ou encore entre des grandeurs du bilan et des grandeurs du compte de résultat. Et l'étude de ces ratios permet d'apprécier leur évolution dans le temps et de dire est-ce qu'ils évoluent favorablement ou au contraire défavorablement. À cela s'ajoute bien sûr la comparaison de ces ratios par rapport aux ratios de la concurrence. S'il y a des entreprises concurrentes, il faut effectivement comparer l'ensemble de ces éléments avec ceux de la concurrence. Alors, cette analyse qui est faite sur la base du bilan du compte de résultat, c'est ce qu'on appelle l'analyse statique, c'est-à-dire l'analyse à partir de postes du bilan et de postes du résultat arrêtés à un instant T. Parce que par la suite, il est évident que quand vous arrêtez un bilan au 31 décembre et que vous dites que la trésorerie est de temps, il est possible que le lendemain, le niveau de la trésorerie change, ce qui ne reste pas identique. C'est pour cela qu'on l'appelle analyse statique. Alors, à cette analyse statique est complétée par ce qu'on appelle l'analyse dynamique, c'est-à-dire l'analyse des soldes intermédiaires de gestion, l'analyse du plan de financement
et l'analyse, les tableaux des flux de trésor. L'ensemble de ces éléments sont indiqués dans cet ouvrage. Alors, cette analyse du bilan d'une entreprise, ce que je viens de présenter est bon pour l'analyse d'une seule entreprise. Il peut arriver qu'on ait affaire à un groupe d'entreprises, à un groupe de sociétés. Alors, dans ces conditions, il est évident qu'on peut bien sûr analyser chaque société à part, mais ce n'est pas tout à fait recommandé. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir un groupe de sociétés, de 3 sociétés, 200 bénéficiaires et une est déficitaire. Alors, si notre analyse dit que l'entreprise déficitaire, il faut s'en débarrasser, bien sûr, ce n'est pas tout à fait exact, parce que l'entreprise déficitaire, il est possible qu'elle soit indispensable aux autres, parce que c'est elle qui leur fournit des services, etc. Quand bien même elle est déficitaire, elle est indispensable au fonctionnement et à la rentabilité des 2 autres. C'est pour cela que l'analyse des entreprises individuelles n'est pas recommandée. Il faut faire l'analyse des 3 entreprises groupées. C'est ce qu'on appelle la consolidation des bilans. La consolidation des bilans consiste donc non plus à analyser entreprise par entreprise, mais les entreprises prises globalement. Alors cette analyse des comptes consolidés consiste donc à procéder à la consolidation des comptes. Il y a ce qu'on appelle la consolidation par mise en équivalence, qui consiste à remplacer la valeur d'une participation d'une entreprise dans une autre, d'une participation de son coût historique, qui peut avoir été comptabilisé il y a 10-15 ans, par son coût réel d'aujourd'hui. Il y a aussi la méthode de l'intégration proportionnelle, qui consiste à intégrer les bilans et les comptes de résultats des 3 entreprises, mais proportionnellement à la part, au pourcentage détenu dans l'entreprise en question. Ou encore l'intégration globale, qui consiste à intégrer globalement les actifs et les passifs des 3 entreprises ou de plusieurs entreprises et les résultats des 3 ou des entreprises en question. Donc, l'analyse des bilans consolidés. Bon, dans l'ouvrage, on lui a réservé une petite partie, mais je pense que dans la nouvelle réédition, les collègues qu'on va vous présenter, qui sont chargés de la réactualiser, enrichir, etc., qu'ils vont davantage renforcer cet aspect. Alors, il y a d'autres, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, mais il y a d'autres aspects. Il y a aussi un chapitre qui est réservé à l'évaluation des entreprises, l'évaluation qui peut être faite soit sur la valeur patrimoniale, la valeur du bilan, etc., soit sur la valeur de la rentabilité, c'est-à-dire des flux. Il y a aussi, on a aussi traité l'utilisation de l'analyse financière pour la prévention des difficultés d'entreprise, etc. Il y a pas mal de choses. Donc je pense que c'est un ouvrage assez complet, sur le plan théorique et sur le plan pratique. On a intégré là-dedans des données juridiques conformes à la réglementation marocaine, la réglementation sociale aussi, quand il y a des exercices sur les charges sociales, etc. Mais tout ceci date, et il appartient à nos collègues qu'on va vous présenter tout à l'heure, de réactualiser tous ces éléments. Voilà donc, je crois, ce que j'avais à dire. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous laisse la parole. Merci, professeur Odette, de nous avoir présenté d'une manière sommaire cet ouvrage qui est quand même très, très riche et très pédagogique. Vous avez le volet théorique, vous avez des exemples, des exercices avec leurs corrigés. Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre la finance d'entreprise, mais il y a tout ce qu'il faut pour évaluer la santé financière d'une entreprise qui est très déterminante pour la pérennité de toute entreprise.
Et c'est la finance, on le sait très bien, c'est le nerf de guerre dans toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Je voudrais rappeler aussi que à l'issue de cette conférence, on va passer à une cérémonie de remise des ouvrages. Nos généreux professeurs, ils ont de la générosité intellectuelle, humaine et scientifique. Ils vont vous offrir cet ouvrage à tous les participants qui sont ici présents. Je vais voir s'ils peuvent le signer aussi conjointement pour que vous puissiez récupérer cet ouvrage et garder ce précieux document qui vous sera utile, bien évidemment, en attendant la version nouvelle qui sera actualisée par des professeurs qui sont en train de travailler là-dessus. Donc, sans tarder, je passe la parole à professeur Rachid Bikaria pour parler, je pense, du métier d'analyste finance. Merci Madame la vice-présidente. Chers collègues, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis, monsieur le directeur de la bibliothèque, Scrat, mesdames et messieurs, c'est un grand moment d'émotion d'être parmi vous ce matin, parce que ça nous permet de nous replonger dans l'univers où, comme l'a rappelé mon collègue et ami Dad, on a passé 40 ans, voire plus, 40 années de nos vies, voire plus. Alors personnellement, moi j'ai intégré l'université en octobre 1977. Donc la majorité des gens ici présents n'étaient pas nés. Le contexte qui a été rappelé par mon collègue et ami Si Hassan Oudad était un contexte compliqué, mais en même temps, c'était un contexte d'opportunité. C'était un contexte d'opportunité. C'est-à-dire que on avait la marge de manœuvre, on avait toute l'attitude pour faire le job et le faire de la meilleure manière qu'on pouvait. Personne ne nous a jamais empêchés de travailler. Et donc, je voudrais saisir cette occasion pour lancer un message. C'est que là où on est, quand on a choisi d'être quelque part, il faut s'engager, il faut délivrer, il faut remplir le contrat, et autant que faire se peut, impacter la communauté dans laquelle on agit. Donc ce qu'on a fait, c'est pas exceptionnel. On avait un mandat, on a rempli le mandat. On n'est pas des champions, on a fait un travail simple, humble, à la portée de tout individu responsable. Voilà. Donc je voulais rappeler ce point qui est quand même important. Et nos doyens, ou les doyens successifs qu'on a rencontrés, chaque fois quand on remontait on proposait des initiatives, ils les soutenaient, ils les accompagnaient. Et ça, c'était une opportunité aussi. Par exemple, je voudrais rappeler un événement important. Ça devait être en 2003, 2003-2004. J'avais des responsabilités au niveau du patronat, au niveau de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Je présidais une commission, qui était la commission éthique et bonne gouvernance. Et dans le cadre de la CGEM, nous devions organiser un événement international, une rencontre internationale avec des experts de très haut niveau. Et j'ai contacté le président de la CGEM et je lui ai suggéré, après avoir consulté notre doyen, d'organiser la rencontre en partenariat avec l'université. Et ça s'est fait. Et à l'époque, j'étais impliqué dans les enseignements du Master Finance Recherche. Et les deux promotions, la
première année, master deuxième année, est fortement impliqué dans tout le process organisationnel et on a passé une journée magnifique, avec des experts de classe mondiale. Il y a eu les actes qui ont été publiés, il y a eu deux pauses du matin, de l'après-midi, un déjeuner offert à tous les participants, étudiants, collègues, etc. Et voilà. Donc, pour compléter cette anecdote, au moment d'une pause, il y a un collègue qui est venu me voir, il m'a pris par le bras, il m'a dit « Je veux te parler ». Il m'a dit « Rachid, il me dit, pourquoi tu fais tout ça ?» Il pensait qu'il y avait un agenda caché. Je lui ai dit « Je le fais pour eux » et je montrais les étudiants. Voilà. Donc la mission, quand on est investi d'une mission, ben, il faut la remplir du mieux qu'on peut. Voilà, donc ceci étant dit, je voudrais dire que bon, tout ce qui a été dit par mon collègue Messi Hassan Ouded, je ne reviens pas dessus. Je voudrais simplement dire qu'on a réfléchi, on a pris notre retraite. Hein, on a pris notre retraite à l'université. On peut continuer à être actif comme pédagogue, mais on n'a plus de mission officielle à l'université. Mais en échangeant, on s'est dit c'est dommage que cet ouvrage parte avec nous. Voilà. Et on s'est inspiré de l'expérience de Vernimmen, l'ouvrage Vernimmen. Vernimmen, l'auteur Vernimmen, il est mort il y a bien longtemps. C'est quelqu'un qui est mort jeune, Vernimmen, Pierre Vernimmen, et ses élèves ont pris le relais. Et donc, l'idée, pour pérenniser cet ouvrage, était d'identifier, au sein de l'université où on a évolué, des collègues susceptibles de porter le projet à terme. Voilà, et donc on a identifié nos deux collègues ici présents, Sia Adil Sharqawi, je vais vous demander de vous lever, même si peut-être que tout le monde ne vous connaît pas. Sia Hassan Bassidi. Et donc, la première édition, celle-là, est 1997 ou 1998. L'ouvrage que vous allez avoir tout à l'heure, il a été publié en 2007. 2007. La différence entre la version première et la seconde version, c'est l'ajout de 2 chapitres relatifs au compte consolidé. Point qui a été développé par mon collègue et ami Hassan. Voilà, donc l'idée, c'est de rafraîchir l'ouvrage, de l'actualiser, et ça sera un travail à 8 mains. 8 mains, donc 4 x 2. Et la différence entre cette version et celle-là, ici, il y a écrit tome 1. C'est-à-dire, il y a un tome 2. Alors j'ajouterais que la différence entre ça et ça, c'est qu'ici les cheveux sont noirs et ici... Et donc, on avait démarré le design du tome 2. Là, c'est analyse et diagnostic financier. Donc, le tome 2, donc, naturellement, devrait traiter de la finance de long terme. Donc, tout ce qui est haut de bilan, décision d'investissement, décision de financement. Et puis, on avait prévu également d'aborder des problématiques d'ingénierie financière. Voilà, on a l'ossature, elle existe, etc. Et donc, d'un commun accord avec nos jeunes collègues, hein, il y aura, Inch'Allah, un tome 2. Hein, donc, je voulais signaler ce point. Alors, la réunion de ce jour, c'est
dans l'affiche, il y a conférence, débat, etc. Mais en fait, c'est pas le but. C'est pas le but. Hein. Le thème de l'analyse financière. Oui, je voulais dire autre chose avant de passer à ça. En relation avec la mission d'enseignant, ce qui fait plaisir, c'est que on retrouve beaucoup d'élèves ici présents dans cette enceinte qui ont des responsabilités. Donc, Fatem Zahra Al-Halami, Yasmina Bounis, Nabil Bouhaïed, Siam Chabi, Sifa Racha et d'autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu la transmission. Parce que dans la vie, il faut marquer son passage. Il y a un passage de relais, et il faut passer le relais. Il faut passer le relais, et puis chaque génération doit apporter sa valeur ajoutée générationnelle. Nous, on a évolué dans un contexte un petit peu préhistorique. Hein, il n'y avait pas d'outils de travail, il n'y avait rien. On travaillait à la craie, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Hein, il y a beaucoup d'outils, énormément d'outils. Et donc, chacun doit mettre au goût du jour. Et chacun aussi doit, autant que faire se peut, anticiper les méga-tendances et les tendances futures et être innovant. Et à ce titre, je voudrais rappeler qu'à l'époque, au niveau du Master Finance Recherche, je crois qu'on a été les premiers dans le paysage académique national à introduire un cours de gouvernement d'entreprise et un cours de relations investisseurs. Et ce sont des thèmes de très très grande actualité. Voilà, donc il faut s'inscrire dans les problématiques d'aujourd'hui, mais autant que faire se peut, il faut se projeter. Hein, il faut se projeter pour essayer d'anticiper le futur. Alors, c'est pas une conférence classique, c'est juste une petite causerie autour du thème du métier d'analyste financier qui est en relation avec le sujet le cœur de l'ouvrage, analyse et diagnostic financier. Donc, je vais successivement rappeler le rôle et les missions de l'analyste financier, les compétences qui sont requises pour assumer correctement cette mission, inventorier les formations qui sont classiques pour être analyste financier, et puis les opportunités que le marché offre en termes de débouchés professionnels. Alors, l'analyse financière, comme l'a rappelé mon collègue et ami Hassan Ouded, c'est qu'on travaille avec des documents. Et les documents, donc, ce sont les états financiers. Hein, ce sont les états financiers, avec l'objectif d'évaluer la performance globale de l'entreprise et de faire des recommandations aux investisseurs, mais pas que, également à l'ensemble des parties prenantes. Parties prenantes, par exemple, dans certains pays assez avancés sur le plan social, dans le conseil d'administration des sociétés anonymes, on peut retrouver des représentants du personnel. Et donc, ces représentants du personnel, en tant qu'administrateurs, ils doivent maîtriser les outils d'analyse financière pour évaluer la vraie situation, la bonne santé de l'entreprise. Donc, dans l'analyse financière, donc c'est quelque chose de très très important, et donc c'est une profession qui joue un rôle majeur dans la prise de décision d'investissement et la stabilité des marchés. Alors, les missions, l'analyste financier, il s'inscrit dans une chaîne de valeur de l'investissement, et il constitue un maillon essentiel. Donc, sa première tâche consiste à aller chercher l'information, hein, et analyser les données. Donc, il se base également sur les rapports d'analystes. Hein, il y a pas mal de, par exemple, aujourd'hui, on est à la veille, ou c'était hier, je crois, hier, il y avait une introduction en bourse, je crois. Voilà, une annonce. Eh bien aujourd'hui, par exemple, dans la communauté financière, il y a
Il y a une note qui circule et cette note, elle donne une valeur, elle donne des informations, et donc c'est un travail d'analyste. Ce sont des analystes. Alors, à part que les analystes qui interviennent du côté sell-side, du côté vendeur, ce sont des analystes en général, s'ils ne sont pas encadrés, ils manquent de neutralité. Manque de neutralité, pourquoi? Parce que bon, ils défendent un point de vue qui est le point de vue du vendeur, et en général leur rémunération qui repose sur des fees, lesquels fees sont basés sur la valeur de la transaction. Donc on observe souvent un biais, et le rôle dans une place financière du régulateur, c'est de prévenir ce type de biais. Donc les rapports d'analystes servent à la décision, donc c'est très très important. Et puis il y a toutes les publications économiques, parce que l'entreprise, elle agit dans un secteur, elle agit dans un environnement beaucoup plus global, et donc l'analyste financier doit également avoir cette capacité à s'extraire des chiffres et à apprécier les grandes tendances, les grandes tendances au plan national, international, enfin toutes les tendances qui sont susceptibles d'impacter la valeur de l'entreprise. Alors, toute cette masse d'informations est traitée au moyen d'outils. Alors les outils, bon, à notre époque, les outils, c'était manuel, l'approche était manuelle. Aujourd'hui, il y a des outils formidables, des outils bureautiques, des outils informatiques. Et donc, l'analyste financier donc, recourt à ce qu'on appelle l'analyse financière fondamentale. Donc, il apprécie la solidité financière de l'entreprise. Donc, ça renvoie à ce qu'a présenté tout à l'heure mon collègue M. Hassan Oudad sur la solidité du bilan, la structure financière de l'entreprise, son potentiel de croissance, ça c'est très très important également. Donc l'analyse, elle peut être historique, mais elle peut être également prévisionnelle. Et là, la compétence également de l'analyste, au-delà des chiffres, c'est de pouvoir porter une appréciation sur l'évolution du secteur de l'entreprise, le positionnement concurrentiel de l'entreprise, et là, des connaissances en stratégie sont essentielles. C'est en aval de la stratégie, mais il faut comprendre la stratégie. Et puis, si on veut prétendre à progresser, à évoluer dans les organisations, il ne faut pas rester dans son silo financier, il faut s'ouvrir à d'autres disciplines et essayer de comprendre ce qui se passe dans toute la chaîne de valeur et prendre de la hauteur. Donc il y a l'analyse comparative, point qui a été développé tout à l'heure par mon collègue M. Hassan Oudad, donc les points forts, les points faibles de l'entreprise, mais également par référence à des benchmarks, des concurrents. Et la valeur de l'entreprise, mon collègue M. Hassan Oudad a parlé des approches patrimoniales, mais les approches patrimoniales n'ont pas la faveur des investisseurs. Ce sont plus les approches par les flux. La méthode DCF, Discounted Cash Flow, c'est la méthode la plus robuste. Alors, il y a également les aspects de modélisation financière, pour simuler différents scénarios, analyser l'impact de différents facteurs sur la valeur. Alors, en analyse financière, l'analyste, c'est quelqu'un qui doit être rigoureux, qui doit être extrêmement précis dans son travail. Donc, il faut avoir également du recul pour avoir un sens critique aiguisé, déceler les anomalies, les biais et les informations trompeuses en vue de fiabiliser le travail d'analyse financière. Alors, à quoi ça sert tout ça? Donc l'analyste financier va porter une appréciation sur la performance de l'entreprise en s'appuyant sur les données collectées et analysées, et il va porter un diagnostic précis de la performance financière de l'entreprise, sur la base de points forts, points faibles, de sa situation financière, en accordant une attention particulière à la rentabilité. Alors la rentabilité, c'est la capacité de l'entreprise à générer des profits qui sont à la base de la création de richesses, sa solidité financière, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements,
Et puis les aspects de croissance, hein, donc on s'inscrit toujours dans une perspective de valorisation future, c'est la capacité de l'entreprise à accroître ses revenus et ses bénéfices. D'ailleurs, si on fait le lien avec le marché des capitaux, la valeur d'une entreprise, c'est la valeur actuelle des profits futurs. Hein. Donc, ce n'est pas la valeur historique, c'est la valeur plus prévisionnelle. Alors, un aspect également très important, les aspects de gestion des risques. Hein, l'analyse des risques est quelque chose de plus en plus fondamental. Donc, les risques, non seulement ils doivent être identifiés, mais ils doivent être gérés. Et l'outil privilégié en matière de gestion des risques, c'est la cartographie des risques, qui peuvent être opérationnels, financiers, de marché et de crédit, et d'une autre nature, comme on va le voir dans un petit moment. Donc, l'analyste financier va déterminer les risques, les opportunités liées à l'investissement dans l'entreprise, et en intégrant des facteurs liés à la stratégie de l'entreprise, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la qualité de sa gouvernance. Alors, quand on parle de gouvernance d'entreprise, c'est la gouvernance d'une manière générale, ça renvoie à la manière dont l'entreprise est dirigée et contrôlée, mais la gouvernance, ce n'est pas la direction générale, c'est le management de la direction générale. La gouvernance, elle est portée par un organe de gouvernance qui est supérieur, qui est à l'interface de l'Assemblée générale, qui est l'expression du pouvoir souverain, de la direction générale, qui est l'expression du pouvoir d'exécution, et la gouvernance, donc c'est le pouvoir, incarne le pouvoir de surveillance, le pouvoir de contrôle. Donc la qualité de la gouvernance, c'est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, les investisseurs regardent la qualité de la gouvernance, et puis l'environnement concurrentiel et les conditions économiques générales. Alors, à l'issue de ce travail, l'analyste va produire des rapports, des recommandations, hein, destinés à des clients ou à son employeur. Alors, les employeurs des analystes, par exemple, ils sont divers et variés. Par exemple, vous êtes analyste financier dans une banque. Donc vous avez une demande de crédit. Donc vous allez dérouler toute une méthodologie qui est propre à la banque, hein, mais qui est basée sur les bonnes pratiques, pour dire si le risque est bon ou pas. Hein. Voilà. Donc chez les investisseurs institutionnels, ce sont tous les investisseurs de long terme. Long terme, par exemple, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite. Bien, aujourd'hui, les compagnies d'assurance donc, sont tenues de constituer des réserves techniques ou mathématiques. Hein, et les réserves qu'on retrouve au passif. Et il y a des règles d'allocation de ces réserves au niveau de l'actif. Et dans les placements, il y a les valeurs mobilières, tous les produits qu'on trouve sur le marché financier. Et donc aujourd'hui, dans toutes les sociétés, par exemple, si vous prenez la Caisse marocaine des retraites, la CIMER, toutes les sociétés, donc elles ont une activité intense au niveau des marchés financiers. Et donc il y a des analystes qui travaillent, qui observent au quotidien les sociétés cotées et qui déploient des stratégies d'investissement. Donc on les retrouve également dans ce type de société. À l'international, il y a les fonds de pension, qui jouent un rôle de premier plan dans la finance institutionnelle mondiale. Donc l'analyste financier, donc c'est quelqu'un qui il peut travailler pour un client, mais par exemple les banques d'affaires travaillent pour des clients, mais l'analyse financière peut être internalisée. Hein. Et donc c'est plus l'analyse. Tout à l'heure on a parlé de l'analyse sell-side, là ça va être l'analyse buy-side. Et puis les services d'analyse financière, par exemple quand on veut solliciter un service, il y a l'analyse financière indépendante. D'ailleurs, il y a peut-être une opportunité de marché au Maroc parce que nous avons aujourd'hui un vivier considérable de talents au Maroc. Hein, c'est extraordinaire, hein, le paysage a changé. Moi, par exemple,
Fatem Zahra tout à l'heure a rappelé que j'ai créé l'Institut. Non, je n'ai pas créé l'Institut marocain des administrateurs, j'ai contribué, j'ai fait partie de l'équipe. L'Institut marocain, c'est une ONG, hein, c'est une association. Ce n'est pas une entreprise commerciale, c'est une association avec un tour de table où il y a toutes les grandes entreprises, les grands groupes, l'ordre des experts comptables, hein, donc les auditeurs, la Bourse des valeurs de Casablanca, voilà, enfin toutes les parties prenantes importantes pour la gouvernance de l'entreprise. Et donc à l'époque, on avait créé cet institut et on a lancé une formation certifiante d'administrateur. On l'a lancé en février 2013. Donc aujourd'hui, on a un grand recul. Alors, dans l'examen des promotions, les premières promotions, on a fait un écrémage. On avait le top de l'élite marocaine au niveau des entreprises, publiques ou privées. Et pour la plupart, bon, c'est des gens qui ont un certain niveau de, je ne vais pas dire de seniorité, ce n'est pas des gens qui ont 30 ans, ni 40 ans, c'est plus des quinquagénaires. Et à l'époque, donc les profils des participants, c'était une élite qui était lauréate des grandes écoles internationales, des grandes universités internationales. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de profils de formation 100% locale. 100% locale, donc issus des écoles d'ingénieurs, issus des universités et issus des écoles marocaines, publiques ou privées, SKE, ENCG. Au niveau privé, j'ai vu quelques exemples de HEL qui sont excellents. Voilà, donc aujourd'hui, on regorge de talents. Et pour revenir au sujet de l'analyse financière indépendante, je dis qu'il y a une opportunité de marché dans le sens où, par exemple, je sais que certaines sociétés étrangères ont délocalisé en Tunisie des sociétés qui font de l'analyse financière indépendante, et on pourrait le faire ici aussi parce que les compétences sont là. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'initiative, et puis ça rendrait un service considérable à la communauté financière parce qu'aujourd'hui, l'analyse financière sell-side, elle est fortement biaisée. Voilà, alors l'analyste financier, une fois qu'il est dans son rapport, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des recommandations d'investissement précises et argumentées. Ça peut être des recommandations d'achat, de maintien dans le portfolio, ou au contraire des recommandations de cession. Alors, l'analyste financier également, ça doit être un bon communicant de façon écrite. Il faut qu'il ait des capacités à bien rédiger ses rapports. Il doit utiliser à cet effet un langage clair, concis, précis, en évitant le jargon technique excessif. Un bon acte de communication, c'est une communication qui impacte. L'exercice, ce n'est pas de démontrer des capacités, une maîtrise technique. L'exercice, c'est de faire passer un message, tout simplement. C'est comme en pédagogie. En pédagogie, on n'est pas là pour bomber le torse et dire bon, on a beaucoup de savoir. La pédagogie, il y a des objectifs pédagogiques, il faut atteindre les objectifs. L'efficacité, c'est l'atteinte des objectifs. Donc là, pour l'analyste financier, c'est exactement la même chose. Et puis, parfois, par exemple, pour les sociétés cotées, il y a un événement annuel qui est important au niveau de la présentation des comptes. C'est une réunion avec la presse, mais également une réunion avec les analystes financiers. Hein? Et donc, l'analyste financier, à l'occasion de ces réunions, peut challenger l'émetteur, il peut challenger l'entreprise. Et pour faire ça, il faut qu'il ait bien étudié les documents, de préférence dans le temps, il faut qu'il ait disséqué toute l'information financière, qu'il puisse vraiment exercer une pression sur l'émetteur pour avoir les meilleures questions à ses réponses.
Alors les rapports d'une manière générale doivent être structurés de manière logique et présenter des informations de manière claire et visuelle également. Alors, on a parlé de l'analyse financière. Il y a un trend mondial aujourd'hui qui est irréversible et qui est en train de changer beaucoup de choses dans la gestion des entreprises. Quand on fait un petit lien avec la théorie des parties prenantes, c'est une théorie qui date des années 80, hein, avec Freeman. Après, il y a eu l'apport d'auteurs en stratégie comme Michael Porter et son co-auteur Kramer, c'était déjà en 2011, je crois, sur on rompt avec le paradigme de la valeur actionnariale pour aller vers une notion de shared value, la valeur partagée, la valeur partenariale. Et aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas de l'Union européenne, au 1er janvier 2024, les grandes sociétés qui sont cotées sur les marchés sont contraintes par une disposition qui s'appelle la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est une directive concernant la publication des données extra-financières. Donc aujourd'hui, il y a un courant très fort en faveur de ce qu'on appelle l'ESG. Ce n'est pas l'école supérieure de gestion, hein, c'est l'ESG. L'ESG, donc, ce sont les trois piliers de l'analyse extra-financière. Le E, ça couvre l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est réduction des émissions de gaz à effet de serre, le recyclage des déchets, la gestion des ressources rares, les matières premières, l'eau, la prévention des risques environnementaux. Le S, c'est le social, mais également le sociétal, hein, S, social et sociétal, qui concerne la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect des droits des employés, l'égalité des chances dans les entreprises, la gestion de la chaîne de la sous-traitance, l'emploi des handicapés, hein, par exemple, le dialogue social, hein, ce sont des choses de plus en plus importantes. Et puis le G, renvoie à la gouvernance de l'entreprise. Aujourd'hui, dans les sociétés anonymes classiques, la gouvernance au niveau du conseil d'administration, on retrouve un petit peu les représentants de l'actionnariat. Et puis quand il y a par exemple un actionnaire qui est prépondérant par rapport à d'autres, eh bien il va imposer sa loi. Et aujourd'hui, pour rééquilibrer les pouvoirs au niveau des organes de gouvernance, conseil de surveillance ou conseil d'administration, donc il y a des dispositions pour introduire des administrateurs indépendants. Donc en gouvernance, l'indépendance du conseil, c'est un sujet important. La transparence de la rémunération des dirigeants. Aujourd'hui, par exemple, dans certains pays, les actionnaires peuvent se présenter, peuvent se positionner ou exprimer leur position sur le sujet de la rémunération des dirigeants à travers un mécanisme qu'on appelle le Say on Pay. Alors, ce mécanisme qui avant était consultatif devient de plus en plus contraignant. Et si je fais l'analogie avec l'environnement, les critères environnementaux, le même mécanisme commence à se développer à l'international à travers le Say on Climate. Say on Climate, c'est-à-dire les actionnaires se prononcent sur la qualité de la stratégie environnementale de l'entreprise. Sa capacité à faire face aux grands défis comme le réchauffement climatique
etc. Donc, ce qui veut dire que dans le paysage financier, la finance durable, à côté de la finance traditionnelle et la finance durable, elle est en train de prendre une importance considérable. Et pourquoi je dis ça? On est dans une enceinte académique. Ça veut dire que les programmes doivent être forcément upgradés pour vous préparer, je m'adresse aux étudiants, à tous ces enjeux de première importance pour le futur. Donc la notion ESG, c'est une notion centrale. Alors maintenant, quelles sont les compétences requises pour être un bon analyste financier? Alors tout à l'heure, mon collègue ami Hassan Oudad a parlé du livre. Il a dit que c'est un livre qui se base sur la comptabilité, les règles de comptabilité au plan national, le droit national, les comptes, tels qu'ils ça je l'ai dit, donc c'est la comptabilité, la fiscalité, c'est un point donc très important. Et donc aujourd'hui, l'analyste financier doit être un petit peu polyvalent. Il ne faut pas se limiter à la finance, il faut avoir une approche globale. Au niveau d'abord des techniques qui sont utilisées dans l'entreprise, et puis il doit avoir cette capacité également à apprécier l'environnement général de l'entreprise. Alors à côté de ces capacités-là, il doit avoir un sens de la communication aigu pour restituer ses analyses, ou pour challenger à l'occasion des réunions avec les analystes, les représentants des émetteurs, les représentants des sociétés cotées. Bon, c'est un travail où, vous savez, dans la finance, il y a des cycles. Quand je dis dans la finance, la comptabilité, etc., par exemple, là, on est à la veille de la fin de l'exercice. Eh bien, je peux vous assurer que dans le monde de l'entreprise, les équipes travaillent. Et après la clôture, il y a les inventaires, il y a le travail des commissaires aux comptes, il y a toute une machine, toute une mécanique qui se met en place, et ce qui veut dire que l'activité, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas linéaire, il y a des pics. Il y a des pics d'activité, et quand il y a des pics d'activité, vous êtes sollicité plus que la normale. Il y a des fois, par exemple, vous n'allez pas passer votre 7 ou 8 heures de travail au bureau, parfois il faut rester la nuit. Il faut rester la nuit, ou maintenant avec le télétravail, on peut peut-être travailler à distance, mais en tout cas, il faut une forte capacité de mobilisation, et donc il faut développer une résilience pour faire face au stress. Donc la résistance au stress, c'est important. Alors la culture générale, c'est quelque chose de fondamental. Culture générale, d'abord, c'est une qualité, vous savez, dans la vie en général et dans la vie du travail, en particulier, dans les relations professionnelles, vous faites des rencontres. Par exemple, si on est académique, on participe à des événements nationaux, internationaux, donc vous rencontrez les gens. Mais une fois que les sujets professionnels, techniques sont évacués, après il y a le reste. Donc il faut des interactions. Et plus vous avez de ressources, plus vous avez de capacités d'interaction et de capacités d'impact de la personne qui peuvent déboucher après sur la consolidation, le développement de relations, etc. Donc la culture générale, et puis la culture générale, c'est une richesse, et ça vous permet de mieux voir le monde, ou de le voir avec d'autres prismes. Par exemple, aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais par exemple, nous qui sommes retraités, on a un peu le temps. On a plus le temps que quand on était occupé, donc on a plus de temps pour lire, etc. Et parfois, la lecture ou la relecture d'ouvrages importants, de grands auteurs,
et notamment de philosophes, c'est essentiel. Essentiel. Et voilà, donc la culture générale. Et puis, quand on veut évoluer professionnellement, si on est technique, on restera technicien. Si on a d'autres dimensions, eh bien, elles seront appréhendées par votre hiérarchie et puis vous pourrez avoir d'autres ouvertures. Alors bien sûr, la maîtrise de l'anglais, elle est essentielle. Elle est essentielle, pourquoi? Parce que dans le processus, la recherche, elle est en anglais. Donc c'est l'Amérique du Nord. Amérique du Nord, Royaume-Uni. Après, ça va en Europe via la France. Et comme on est francophone, ça descend. Eh bien, en allant à la source directement, vous gagnez du temps. Hein? Et là, on le voit aujourd'hui avec une initiative académique au Maroc à travers l'UM6P. L'UM6P, bon, c'est une université qui a des moyens, qui fait venir des prix Nobel. Voilà, et aujourd'hui, ça upgrade tout le dispositif. Hein? Et ça permet d'être même disruptif au niveau en termes d'évolution. Et la maîtrise d'outils informatiques. Hein? Maîtrise d'outils informatiques, aujourd'hui, il y a les outils classiques, et puis peut-être que demain, il y aura l'intelligence artificielle. Parce que l'analyste financier, qu'est-ce qu'il fait? Il traite de la data. Et donc il y a l'intelligence artificielle qui peut accélérer le traitement de cette data, et puis il peut y avoir le recours à des modèles prédictifs pour faire des prévisions. Et là, en termes de productivité du travail, on gagne énormément. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut se préparer. Et là, je m'adresse à mes collègues et amis enseignants. Il faut prendre des initiatives au niveau des institutions pour positionner l'université sur certains sujets et prendre de l'avance. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'avancer, il ne faut pas avancer seul. Il faut identifier des partenaires à l'international dans le cadre de coopération, etc. Et je crois que c'est le seul levier. Et il y a des opportunités. Je suis sûr qu'il y a des opportunités. Il faut les chercher, il faut les identifier. Et ça peut être un puissant accélérateur. Et je reviendrai sur ce point dans un petit moment. Alors, les programmes. Pour être analyste financier, il faut avoir des connaissances théoriques dans des domaines variés, comme le droit, l'économie, la comptabilité, la finance. En général, quand on a commencé à enseigner, nous, le cycle de licence, c'était 3 ans. Et après la licence, les gens allaient sur le marché. La majorité, l'ultra-majorité, allait sur le marché du travail. Bon, aujourd'hui, celui qui n'a pas un master, c'est compliqué. Donc, le niveau minimum, c'est master. Bac plus 5. Donc, master en finance, mais pas que. Il peut y avoir des masters dans d'autres comptabilité, contrôle, audit, etc. Il y a les programmes des grandes écoles, avec une majeure en finance. Et puis, c'est là où je voulais insister à propos des partenariats. Il y a certaines certifications internationales. Et alors, en finance, il y a le CFA. CFA, c'est Certified Financial Analyst, c'est-à-dire analyste financier certifié. Alors, dans certaines grandes écoles ou universités, par exemple en France, parce que je continue à assurer un cours à l'IAE de School of Management à Lille, ils ont des accords entre l'université et le CFA, l'organisme qui gère le CFA, et les étudiants, dans le cadre de leur formation, sont préparés au CFA. Et il y a même à l'échelle nationale un CFA Challenge. Et l'école de Lille, par exemple, sur une longue période, est souvent major devant les grandes écoles parisiennes ou seconde.
Voilà, donc il faut, pour upgrader, il faut qu'il y ait une institution qui fasse le saut, et après, bon, tout est... ça coûte, mais il peut y avoir des financements dans le cadre de la coopération, etc. Mais il faut juste des personnes qui portent le projet. Hein. Alors, le CFA classique, ça c'est pour l'analyse financière en général, il y a le CFA ISJ, environnement, social, gouvernance. De la même façon, il y a un autre diplôme qui est un autre certificat, une formation certifiante prestigieuse, qui est décerné par la Fédération européenne des sociétés d'analystes financiers, les FAS, c'est le CESGA. Le CESGA, c'est encore mieux que le CFA ESG. Voilà. Et puis après, il y a une formation top niveau, mais ça c'est plus en formation continue, qui pourrait s'adresser à des analystes financiers expérimentés. C'est celle qui est au milieu, Certified International Investment Analyst. Alors, les débouchés sans être exhaustifs, les métiers de l'analyse financière, c'est analyste financier, analyste crédit, analyste en banque d'investissement, analyste ESG, analyste en private equity, analyste en recherche financière, analyste en gestion d'actifs, analyste de données financières, analyste de performance, analyste en évaluation d'entreprise, contrôleur financier. Et puis, c'est des métiers de la finance qui peuvent déboucher sur une direction financière aussi. Et après, une fois qu'on a terminé avec la technique, il faut passer à autre chose. Dirigeant, direction générale, aux membres de comités exécutifs. Voilà, donc le métier d'analyste financier est un métier d'opportunité qui permet de travailler dans divers environnements et d'évoluer vers des postes de gestion ou des métiers spécialisés comme trader ou consultant en finance. Donc je pense avoir partagé ce que j'avais à dire, donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher professeur, pour... ce n'est pas une causerie, une simple causerie. C'est une conférence en bonne et due forme. Et je vais juste rappeler un peu les éléments qui ont été présentés par le professeur Kadia. Il a rappelé les missions de l'analyste financier, déjà en général, l'ensemble des approches et outils de diagnostic et de gestion du risque financier de l'entreprise, le volet lié à la gouvernance financière avec toutes les évolutions et nouvelles exigences à l'international, notamment en matière de tout ce qui est gouvernance sociale, environnementale dans les organisations, et puis tous les volets qui sont liés aux compétences qui doivent être détenues par celui qui, demain, il a choisi la voie vers le métier d'analyste financier avec toutes les exigences du métier correspondantes. Et il n'en est pas resté là, il a aussi donné beaucoup de conseils, que ce soit aux étudiants ou aux institutions, pour pouvoir encore plus aller dans le sens du développement du métier et de suivre bien évidemment les exigences de l'environnement en matière de gouvernance financière dans les entreprises. Et ça, vous avez vu qu'il y a beaucoup de débouchés par rapport à ce métier-là. Et puis, on peut aller très loin vers le poste d'administrateur, de directeur général, parce que quand on détient la finance, on peut aller vers des strates beaucoup plus importantes. Ce n'est pas tout à fait le cas pour peut-être d'autres métiers. Du moment qu'on touche à tout, à la gouvernance, à l'administratif, au social, à l'environnement, au management d'une manière générale. Et en tout cas, on vous souhaite bien sûr le meilleur pour votre avenir, Inch'Allah, quelle que soit la voie que vous avez choisie. Alors, je pense qu'on va leur laisser nos étudiants ici présents ce matin, très attentionnés, comme je vois depuis tout à l'heure. S'ils ont des questions, moi je vous demande d'en profiter. Vous n'aurez pas chaque jour ce genre d'experts de ce calibre présent parmi nous. Donc, je vous demande d'en profiter si vous avez des questions, soit par rapport à l'ouvrage, soit par rapport à ce qui a été présenté dans la conférence, ou par rapport au métier. Bon, toute question,
bien sûr, elle sera la bienvenue. Et puis aussi, s'il y a des interventions de nos amis et collègues qui souhaiteraient prendre la parole, marquez-les-vous. Très bien. Donc, on a un micro-baladeur. On va le faire passer. Alors, très bien. Merci. Alors, oui, bien sûr. Vous allez vous occuper du micro? Oui, c'est bon. D'accord, très bien, merci. C'est le micro. Pourquoi Merci. Merci. Alors, je vais commencer par des remerciements, bien que je ne sois pas qualifié pour le faire parce que je n'ai rien organisé. Mais je tiens à remercier Madame Alami d'avoir pensé à organiser cet événement, bien sûr la bibliothèque Strat, mais je tiens à te remercier, Rachid, également le professeur Ouded. À travers ce que tu as présenté, je vais révéler des choses parce que tu ne les as pas dites, mais qui étaient implicites dans vos deux interventions. C'est que lorsqu'on est porté par l'amour de notre métier et par la passion de notre métier, on fait de bonnes choses, on excelle. C'est ça ce qui est recherché, c'est l'excellence. Et là, tu as dit à plusieurs reprises que tu es retraité, le professeur Ouded aussi, mais tu ne l'es pas. Oh, tu ne l'es pas, tu es toujours professeur. Tu es toujours professeur. Il ne pourra jamais l'être. Comment? Il ne l'est pas, mais il ne pourra jamais l'être. Oui, c'est Ouais. ça, c'est ça. Tu es toujours professeur, Ouded et aussi. Pour preuve, on est là pour les Comment? Et pour preuve, on est là pour Voilà, les c'est ça. pour assister à leur c'est- cours. Et tu as commencé ton allocution par une émotion. Moi aussi, je suis ému. Je suis ému de te voir faire ce que tu as fait aujourd'hui, parce que ça montre aux générations futures que lorsqu'on aime, comme je dis, quelque chose, lorsqu'on aime son métier, on le fait avec responsabilité. On ne pense à rien. Le plus important, et tu as évoqué cet exemple tout à l'heure de ton collègue qui t'a dit pourquoi tu as fait ça, mais tu lui as dit pour eux. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de faire ce que l'on aime, et quand on fait quelque chose qu'on aime, on l'a fait avec beaucoup d'excellence. Et tu donnes le relais, parce que c'est ça notre métier. Notre métier, c'est de donner le relais. C'est comme lorsqu'on a une course à 4 personnes, les 400 mètres, c'est toujours on donne le relais. Et c'est un bon exemple, ce que tu as, au-delà de la technicité dont tu as parlé, des questions techniques de ton ouvrage, c'est-à-dire ta présence aujourd'hui, la présence du professeur Ouded aussi, c'est un message très fort, très très fort aux étudiants pour leur dire que voilà, le métier d'enseignant, contrairement à ce que l'on pense, etc., je ne peux pas rentrer dans le détail, est un métier noble. C'est un métier noble. Alors sur le plan, moi je m'intéresse à la finance de marché, pas la finance d'entreprise, mais je vais lire votre ouvrage avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent, qui m'intéressent, notamment cette évolution vers la gestion des risques, vers la finance durable, parce que c'est l'avenir même. Tout ce qui est critères ESG, tout ce qui est comptabilité, même comptabilité environnementale. Actuellement, hier j'ai donné une conférence qui cadre parfaitement avec ce que tu as dit, sur comment les économistes ont intégré grâce à des analyses. Je n'étais pas au courant de ce que tu as, je l'aurais mentionné, mais la prochaine fois je mentionnerai ça, je mentionnerai votre travail, comment les économistes ont intégré les dimensions sociales et environnementales dans leur approche. Et là, tu le montres très bien. J'ai une toute petite remarque. Si vous voulez parler du BFR, ça m'intéresse comme concept, mais il n'apparaît pas sur le sommaire. Peut-être qu'il faut le faire apparaître. J'ai regardé le
de la table des matières. Okay. Ouais. Donc c'est Il va y avoir une réactualisation. Non, mais quel. Parce que c'est intéressant le BFR. Notamment, c'est pas grave, mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. Moi, pourquoi il m'intéresse dans le volet décision d'investissement. Bien sûr. Parce que la question de la variation du BFR, la dimension variation du BFR. Et qu'il y a tout un chapitre. Voilà, sur le BFR. D'accord. Très bien. Ben voilà ce que j'avais à merci. te dire, à vous dire. Merci. Et merci encore une fois. Merci beaucoup, cher professeur. Professeur Farhaja. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Monsieur, il a dit vous ne partez jamais à la retraite. Les enseignants ne partent jamais à la retraite. Vous avez laissé un ouvrage, qui est ce qui est matériel. Vous avez laissé des produits de la fac qui vont continuer à imiter. Toute une génération. À imiter votre comportement. Moi, quand j'étais en classe PD, je me suis demandé, mais pourquoi monsieur le professeur Kaya, toujours debout? Et comment il arrive à se maintenir pendant toute la séance debout? Et après, j'ai la réponse. Quand nous sommes rencontrés à le club de Raja, le club de Raja, au niveau de... et après, j'ai remarqué la secrétaire du club de Raja, là où il y a le Jitou, il m'a dit que monsieur le professeur, c'est un pratiquant des karates. C'est à ce moment-là que j'avais la réponse. Et moi aussi, j'ai essayé de vous mettre et je continue. Moi aussi, j'ai obtenu mon diplôme des arts martiaux. L'octogone. C'était l'octogone. Oui. S'il vous plaît, monsieur Oudel, professeur Oudel, vous avez encadré en formation du formateur. FF. Même si vous ne vous souvenez pas de moi, j'étais votre étudiant en comptabilité sociale. Formation du formateur, en 91. Effectivement. Donc, s'il vous plaît, à propos, donc les enseignants, quand il a dit le prof, le métier de l'enseignant, il a une mission, ils n'ont pas une fonction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'enseignement, ils doivent intégrer l'enseignement, comme on fait actuellement des enquêtes de moralité pour recruter un policier ou un commissaire, il faut faire la même chose lorsqu'on cherche à recruter un enseignant. Parce que les valeurs, ils ont changé. Nous sommes influencés par les anciens. C'est la raison pour laquelle on vient toujours à l'heure. Et votre présence au niveau de la faculté, moi je dis, c'est un devoir pour nous. Parce qu'il faut que les générations voient les anciens qui ont formé les actuels anciens. C'est la réponse. Ailleurs, dans les autres pays, là, à l'âge de 60 ans, on commence à produire. Et les grands dirigeants et présidents des PME, ils sont les présidents des grandes boîtes, ils ont 60 ans et plus. Alors que chez nous, à 60 ans, on commence à lui donner de la valeur. Alors que nous, on vous donne de la valeur et on vous demande, chaque fois, on a intérêt à inviter un ancien professeur, venir à la fac pour dire aux futures générations, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez faire. Vous ne devez pas faire si vous voulez être riche, il faut travailler. Ça, c'est une demande. À propos de l'ouvrage, vous savez que moi, pour votre information, j'ai changé de spécialité. Je me suis spécialisé en ce qui concerne la criminalité financière. Super. J'ai coordonné un La master. criminalité financière. Un master sur la criminalité financière, c'est d'ailleurs le premier master au monde arabe et en Afrique. La première promotion 2018 a été même reçue par le chef de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle je demande à ce que, au niveau de l'ouvrage, il faut intégrer un chapitre lié à la criminalité financière. Parce qu'aujourd'hui, on parle de analyse financière criminelle. Ouais. Pourquoi? Parce que l'analyste, il ne doit pas uniquement se limiter à vérifier est-ce que les documents sont conformes à la loi. Comme vous le savez, les criminels maîtrisent mieux que nous la loi. Et ils produisent des documents qui sont conformes à la loi. Mais l'analyste doit aller au-delà de la conformité
pour vérifier est-ce que les données ne sont pas manipulées, parce qu'il ne peut pas y avoir une criminalité sans manipulation comptable. Ça, c'est un point. Deuxième point, il faut intégrer ce qu'on appelle la finance. La finance comportementale. La finance comportementale, parce qu'il y a à côté de ce qui est financier, la décision financière est influencée par le comportement. Donc il faut les intégrer. Souvenez-vous qu'il y a M. Professeur Bouhmouch, il a préparé une thèse sur le qualitatif. Comment le qualitatif peut influencer le management. Donc, moi, je vais donner toute la documentation liée à la partie analyse financière criminelle, parce que moi, j'avais l'autorisation de Mme Chantal, qui est directrice du Collège européen d'investigation et d'analyse financière criminelle, qui sont chargés de former tout ce qui est police, ainsi de suite. Et pourquoi? Vous savez que actuellement, tous les assujettis à la loi 4305, ils sont tenus de faire ce qu'on appelle la diligence raisonnable. Et dans la diligence raisonnable, il y a le côté juridique, et il y a aussi le côté financier. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi bien, l'analyse se contente uniquement de vérifier la rentabilité, la solvabilité et la pérennité. Or, les voleurs et les criminels, ils sont solvables, ils sont rentables, mais c'est une rentabilité réalisée par l'argent sale. Donc, par l'argent sale. Donc, je prends ton cas. Il y a l'autorité des marchés publics. Parfois, on fait des diligences pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas un chiffre d'affaires gonflé. Parce qu'on peut créer des chiffres d'affaires afin de montrer que nous sommes rentables, mais c'est une rentabilité uniquement pour blanchir de l'argent. Je vous souhaite bonne continuation et nous avons besoin toujours de vous, chers professeurs. Merci beaucoup, pour ce témoignage et pour aussi ce que vous proposez, peut-être en complément par rapport à ce qui se fait ou ce qui se fera par rapport à cet ouvrage. Une autre, Sada, mon père. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, chers professeurs et chers étudiants. Merci déjà à la Bibliothèque Strat et à professeur Malène pour cette organisation, cette manifestation. Moi, sincèrement, je suis très émue aujourd'hui. J'étais votre étudiante, professeur Oudette, en 2001, la licence appliquée en sciences de gestion. Et j'étais votre étudiante, professeur Vulcania, en B20, sciences de gestion en 2003. Un retrouvaille après 20 années, c'est beaucoup d'émotions. Je garde toujours votre ouvrage au niveau de ma bibliothèque. Je voudrais énormément vous remercier par rapport à tout ce que vous avez partagé avec nous. Pas uniquement sur le plan académique, sur le plan technique, parce que nous avons énormément appris avec vous. Je suis actuellement maître de conférence habilité. Je coordonne un master en audit et ingénierie financière. Sincèrement, c'est grâce à tout ce qu'on a appris à travers tous nos professeurs, notamment le professeur Odem et le professeur Vulcania. Et on a également appris avec vous beaucoup de choses sur le plan personnel. Comme vous l'avez dit, nos professeurs étaient toujours là, debout, pour assurer la séance. On a appris justement cette rigueur, ce sens de responsabilité, cette reconnaissance par rapport à nos professeurs. Et on essaie justement d'aller, de transmettre ces valeurs à nos étudiants en tant qu'employés. Merci encore une fois, merci énormément. Donc, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à vous remercier, professeur Alami, d'avoir organisé cette conférence en invitant de deux grands éminents. Je suis vraiment ému parce que c'est très difficile de prendre la parole devant deux grands professeurs à qui j'ai tout le respect et l'estime. J'étais l'étudiant de professeur Oudel au Master Finance, promotion 2011-2013. Vous m'avez enseigné la consolidation des comptes, l'optimisation fiscale et le management du patrimoine immobilier, et également professeur Vulcania qui m'a enseigné pour la première fois d'ailleurs la communication financière et les relations
investisseurs, puis la gouvernance des entreprises et création de valeur. Et c'est dans le cadre du cours Gouvernance des entreprises que j'ai pioché l'idée de ma thèse de doctorat autour de la responsabilité sociétale d'entreprise, parce que le professeur Boukaria a dirigé la première entreprise marocaine qui a été labellisée RSE par la CGM Eramétique, et il nous a fait toute une présentation, partage d'expérience, et c'est à partir de ce cours que j'ai identifié donc, la problématique de ma thèse de doctorat, que j'ai soutenue sous la direction du professeur Ismail Bismani, que je remercie pour son soutien et son accompagnement. Et à partir aujourd'hui, j'anime tous mes travaux de recherche dans le même champ, grâce au professeur Boukaria, la gouvernance, la finance durable, les problématiques ESG et l'entreprise familiale également. On avait discuté pas mal de problématiques dans le cours et vraiment je tiens à remercier les deux professeurs pour la confiance que vous m'avez faite avec mon collègue professeur Bassidi, et j'espère être à la hauteur et reprendre donc ce trésor intellectuel et scientifique de manière à l'actualiser et le garder, Inch'Allah, pour les futures générations. Et je remercie chaleureusement les étudiants des différents masters que nous avons invités, le master finance, le master CCA, le master audit et ingénierie financière, le master audit, contrôle, gestion, système d'information, le master banque et marché financier, le master finance, banque et innovation digitale, pour leur présence, pour leur soutien et pour le respect qu'ils donnent à l'université, à l'écosystème et à toute la production intellectuelle que les grands professeurs ne cessent de partager avec nous. Et vous êtes toujours une source d'inspiration et on compte toujours sur votre présence, votre accompagnement et votre encadrement pour pouvoir continuer sur la même lancée et garder donc ce fil de transmission intergénérationnelle dans l'intérêt de l'université et l'intérêt du pays. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, cher ami professeur Chakraoui. Moi, je voudrais vous dire, faites vite, sortez cette nouvelle version pour venir la fêter encore et trouver l'occasion de la présenter également pour nos étudiants. Et je voudrais remercier aussi tous les collègues professeurs qui ont mobilisé leurs étudiants ce matin. Il y en a qui ne sont pas présents parmi nous, mais qui ont envoyé leurs étudiants parce qu'ils avaient des contraintes. Et je les remercie vivement parce que je sais qu'il y en a même qui ont décalé les cours qu'ils avaient ce matin pour venir assister bien sûr à cette conférence qui est un complément essentiel et important pour les cours qu'ils vont avoir dans leur cursus master. Super. Vous pouvez descendre, il y a une place ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais rester debout, s'il vous plaît. Très bien. Donc, je vais rester debout parce que je veux plus m'adresser aux jeunes qu'aux professeurs, malgré tout l'estime et tout le respect que je leur dois. Ces jeunes avec qui je partage deux choses. Je suis lauréat de la même université, 99, c'est même Oregon, et je suis aussi un peu issu de la même classe sociale, on va dire, entre guillemets. Donc, est-ce que ce qui se raconte ici est vrai? Est-ce que l'analyse financière est un domaine prometteur? Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce que vous allez réussir? J'aimerais répondre en apportant mon petit témoignage sur mon expérience. Rachid El-Maghreb. Merci. Alors oui, quand j'étais là, j'étais effectivement un étudiant qui a compris que le domaine entrepreneurial et de l'entreprise, généralement, se construit autour de chiffres. Et à partir du moment où on peut décortiquer ces chiffres, on peut aller très loin, notamment aux plus hautes places de la société. Donc, tous les enseignements que j'ai eu ici ont permis effectivement de tracer une petite trajectoire professionnelle qui m'a mené à travailler premièrement dans les banques d'affaires. Ce qu'on appelle les banques d'affaires, c'est une branche de la banque qui fait plutôt du conseil aux grands comptes sur les transactions sur le capital. Donc un passage qui a duré pratiquement une vingtaine d'années. Suite à quoi, j'ai été remplacé à l'état dans le monde entrepreneurial où j'ai effectivement lancé aussi ma propre structure de conseil. Et c'est là effectivement où j'ai eu énormément d'occasions pour faire de l'analyse financière, pour restructurer des boîtes, pour leur chercher du financement, pour faire des captations, donc énormément d'opportunités. Par la suite,
Donc, par la suite, dans tout ce temps-là, il y avait toujours la passion du partage et la passion d'enseignement qui m'a mené, bien évidemment, à accompagner énormément de gens comme vous, même de professionnels. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'en suis, et ça c'est un appel que je lance, à un calendrier personnel qui est booké jusqu'à fin 2025. En tant que quoi? En tant que professeur, si vous voulez, intervenant sur les problématiques de l'année financière, partout, au Maroc et à l'étranger. À un moment où je me demande comment se fait-il que je n'ai pas de concurrents qui bataillent avec moi sur le marché. À un moment où je suis amené à refuser des marchés, à refuser des consultations. À votre avis, pourquoi c'est quoi le secret? Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas que je suis un extraterrestre, mais parce que lorsque j'étais à votre place, j'ai pris le sujet au sérieux. J'ai considéré que d'ici, on construit ce qu'on va appeler ensemble la base, la dalle de la mer. Aujourd'hui, je suis amené à former des gens, croyez-moi, sur des choses que j'ai apprises dans la bibliothèque qui est juste là. Hein? Quand je prends mes cours, quand je prends les tomes 1 que j'ai toujours à la maison, plusieurs exemplaires d'ailleurs, je me retrouve en train de faire un métier facile, lequel, à votre avis, enseigner aux gens les choses qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre au sérieux. Donc j'ai pris cet avantage compétitif, et croyez-moi, pendant les 20 ans, je ne sais pas combien d'années que ça a duré, ou 30 ans peut-être, cela équivaut à beaucoup d'argent que j'ai pu gagner grâce à cela. Donc mon message de façon extrêmement claire et pointue. Vous êtes en train de construire la dalle sur laquelle vous allez poser les axes de votre vie professionnelle et personnelle. Ne pensez pas que vous êtes en train de perdre du temps, prenez les choses au sérieux, faites la différence. Votre ennemi, votre concurrent n'est pas l'analyse financière, mais il sera celui qui sait faire l'analyse financière mieux que vous. Donc soyez les premiers et très bon courage. Ça fait longtemps c'est ma oui. Ça fait un temps que je ne vous pas. Ça fait plaisir de vous avoir. Il y a une place ici. Professeur Bazédé. Alors, merci premièrement aux organisateurs de cette initiative, monsieur le directeur de la bibliothèque, pour cette occasion intéressante afin de faire revivre bien sûr des heures qui ont été venues. Malheureusement, je n'ai pas eu cette occasion d'être autre étudiant, puisque j'ai évolué et étudié dans une autre université à la faculté de sciences à Rabat, puis à la Grève. Et l'ouvrage était mon accompagnant durant cette période, les années de licence, pas en tant qu'ouvrage, mais en tant que chapitre. J'étais étudiant essentiellement la partie études de cas. C'est ce qui reste dans ma mémoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres ouvrages, mais ils n'étaient pas aussi dans la finesse et dans la contextualisation. Parce que le livre, bien sûr, à cette époque-là, qui traite et qui cherche bien sûr à contextualiser, c'est-à-dire par rapport à la comptabilité marocaine, par rapport à la réglementation sociale, et par rapport même au contexte des entreprises. Donc, on sent qu'on est dans une entreprise marocaine, dans tous les cas, quand ils sont émaillés, quand ils sont illustrés, donc on sent vraiment qu'on est dans l'entreprise marocaine. Donc ça a été la particularité, bien sûr, de ce livre, en plus, bien sûr, de son analyse de l'évolution de la réglementation marocaine, qui sont les avancées portées par la réglementation comptable, la loi 988, le CGSC, et surtout ces éléments par rapport sur un regard à l'international, ce qui est en quelque sorte le soubassement qui fait l'impression qu'on est assez changé. Donc, tout cela, bien sûr j'ai lu ces éléments sans connaître les auteurs, peut-être deux noms. Je connais que Michael Soudel. Et Dieu veut que, près des années, après mon désert le doctorat de mission à Abdel, j'étais aussi à la poursuite de m'inscrire en thèse de doctorat.
Et je ne sais pas exactement, à cette époque-là, je me rappelle, j'étais aussi à Casa, je me souviens avec Casa, donc toujours. Je travaillais dans un cabinet de conseil, j'ai démissionné pour s'installer à Rabat pour m'inscrire en doctorat à Rabat. Et par hasard, je me suis inscrit en doctorat à Casa. Donc, je reviens encore une fois à Casablanca pour faire mes études doctorales, donc, sous la direction aussi d'un autre grand professeur, c'est Najri, durant des années bien sûr aussi passionnantes, dans lesquelles j'ai réalisé ma thèse, portée sur la finance comportementale et la question de l'évaluation, ce que devrait faire enseigner un analyse financier, c'est une analyse, c'est dans l'optique bien sûr de prévoir la valeur d'un actif d'une société. Donc, par la suite, donc, j'ai soutenu ma thèse, j'ai été retraité dans l'université en tant que professeur, et j'ai commencé à connaître le chef professeur, c'est le Kahila, c'est à l'époque qui était, j'ai été recruté en fin 2014, donc 2015, je pense que ça a été l'année de retraite. J'ai commencé à travailler avec ces Kahila, on se rencontrait beaucoup plus dans des concours d'accès de master finance, et soutenance de mémoire des étudiants du master. Et ça a été vraiment des moments agréables. Comment les chefs professeurs analysent les choses, comment ils évaluent les travaux des étudiants. Et par la suite, donc, son départ en 2018-2019, il y avait par la suite la crise Covid-19. Et je pense en 2021, si je me mémoire bonne, il y a un vendredi après, j'avais un cours à distance, un message qui vient en téléphone, par LinkedIn, je pense. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, si je suis venu pour en parler d'un sujet. Je lui dis avec plaisir. Et je prends le téléphone de m'appeler, voilà, on s'est dit, j'ai une proposition à vous faire. J'ai l'idée de créer un ouvrage, c'est malheureux qu'il soit, c'est-à-dire caché, perdu, que les futures générations n'en bénéficient pas. Donc, et j'ai pensé à vous pour essayer de prendre à la relève. Pour des mille questions avant de poser une réponse. Premièrement, parce que c'est une œuvre, à dire aussi intéressant, aussi important. Deuxième question, pourquoi c'est-à-dire cette idée, ce n'est que par la suite que je commence à comprendre. C'est cette volonté de donner, sans attendre un retour, de pérenniser des choses peut-être sur lesquelles on a fait des efforts, et on cherche à faire profiter d'autres générations, non pas pour autre chose, ou par un retour, mais uniquement par amour de ce qu'on fait. Et l'idée toujours de Simon Kaya, ça a été que des jeunes professeurs qui puissent porter ce projet-là le plus longtemps possible, sur plusieurs années. Et donc, ça a été, bien sûr, la question qui sont ces deux qui vont travailler. Et c'est pour cela que j'ai vu avec mon collègue CAD d'accepter de prendre cette lourde responsabilité. Donc, depuis 2021, l'idée agite et on est en train en cours d'essayer de la finaliser. On a commencé nos réunions d'une manière amicale et aussi professionnelle possible, parce qu'il faut y avoir une feuille de route pour qu'on puisse
toujours rester dans le même standard, donc un niveau de grand calibre, mais qu'on puisse à travers l'actualité et le faire bien sûr avancer. Donc on a fait une proposition donc, pour premièrement actualiser le livre. Ce qui peut être primordial, c'est sur le volet réglementaire, d'actualiser les textes réglementaires, également d'actualiser peut-être les exemples. Donc on a fait une feuille de route, moi et s'il y a un chaque avis, sur les propositions d'amélioration qu'on peut savoir, d'actualisation qu'on peut apporter bien sûr à ce livre. Et on a commencé à travailler. Bien sûr, ça a pris énormément de temps. On a fait un calendrier. C'était normalement prévu qu'on soit pris sous septembre, avec la rentrée universitaire, mais malheureusement, on n'a pas pu respecter ce deadline. Enfin, pour moi, il y avait des contraintes assez importantes, changement d'établissement, passage de grade, donc il y avait énormément de contraintes qui ont poussé bien sûr la date d'apparition de ce livre, mais une chose est sûre, c'est que c'est un projet qu'on cherche à porter également à cœur et qu'on apporte des éléments intéressants pour nos étudiants qui soient aussi considérés pour les nouvelles générations comme étant une référence. Et ça, c'est pas simple, parce que peut-être qu'il faut suivre l'évolution qu'a connue bien sûr ce métier d'analyste financier, espérons être à la hauteur, en profitant au maximum de conseils de nos professeurs pour qu'on puisse le mettre en œuvre. On va voir cet ouvrage en 2025.